Et je vois autour de moi beaucoup d'hommes qui semblent ne pas savoir où ils vont. Et je sens que c'est une grande souffrance. Et notre monde de plus en plus digitalisé nous perpétue un sentiment de suggestion par rapport à la direction qu'on devrait emprunter. Et pour un homme qui n'a pas forcément un ancrage précis dans la direction qu'il veut aller, qui n'a pas fait ce silence peut-être de se retirer un peu du monde momentanément pour se retrouver en lui et se dire ok, c'est quoi vraiment le sens de cette vie? Qu'est-ce que moi je suis venu apporter? Ça crée des grandes angoisses, ça crée des moments d'égarement, je pense, du matérialisme, de la fuite dans la vie. Et on a tous une vision, on a tous un rêve, un grand rêve, un rêve de gamin qu'on est venu incarner ici. Et on a besoin de se reconnecter à ce rêve. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Doma. Comment avancer avec justesse et équilibre dans un monde en perpétuelle évolution? Entre aspiration profonde, quête de sens et besoin de connexion, beaucoup d'hommes cherchent à mieux se comprendre et à trouver leur place. Comment incarner pleinement sa puissance sans tomber dans le contrôle? Comment cultiver son autonomie tout en s'appuyant sur la force du collectif? Et comment tracer une voie alignée en conciliant modernité et spiritualité? Pour en parler, je reçois Cassien Labesse, accompagnant et créateur du programme 12. Un espace conçu pour aider les hommes à structurer leur chemin et à s'incarner pleinement. Après un parcours marqué par l'exploration, la remise en question et la recherche de repères, il transmet aujourd'hui son expérience à travers ses accompagnements. Dans cet échange, nous explorons le lien entre souveraineté et engagement, le rôle fondamental de la fraternité dans la transformation personnelle et les pièges qui empêchent parfois d'avancer tels que la fuite, l'isolement ou encore la peur de choisir. On parle également de l'importance d'avoir une vision qui donne du sens à son chemin et de la manière dont on peut puiser dans la sagesse ancienne tout en restant ancré dans notre époque. Bonne écoute. Salut Cassien. Hello. Bienvenue sur Doma. Merci beaucoup pour cette invitation, je suis honoré d'être là. Également, avec plaisir de t'inviter dans ce format de podcast. Et comment tu te sens? Avec quoi tu arrives avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent pour toi? Je sens que cet espace-là avec toi, il est très apaisant. Donc déjà, ça c'est très agréable, ça me fait du bien. Et puis aujourd'hui, avec le soleil qui arrive, ce printemps qui commence à se manifester, je sens qu'il y a des interactions un peu dans tous les sens, ça bouge au niveau des affaires, au niveau de la vie de couple, au niveau perso. Et ça fait du bien là de retrouver un peu cette effervescence qui s'est construite petit à petit. Et voilà, un peu fatigué, mais super content d'avoir cet échange avec toi. Merci. Je partage, ça résonne pour moi, cette effervescence du printemps, de voir les fleurs des arbres qui commencent à éclore, de ressentir l'initiation de nouveaux projets, et
et de cette envie intérieure de faire bouger des choses, donc ouais, dans l'énergie du bélier. Et mais un peu de fatigue aussi également. J'arrive avec ça aussi pour t'accompagner aujourd'hui, une petite nuit, une courte nuit, donc mais c'est ok. Je vais faire avec. Comment tu te présentes, toi, Cassien? Qui, au-delà des étiquettes, des titres, qui es-tu? Au-delà des étiquettes, je pense que j'ai eu une vie d'exploration et d'aventure. J'ai vécu dans une dizaine de pays, j'ai déménagé plus d'une trentaine de fois et j'ai côtoyé du coup de nombreuses cultures, de nombreuses spiritualités, de nombreuses familles de cœur. J'ai changé de cadre social et structurel de très nombreuses fois. Et de toutes ces expériences, j'ai tiré une grande richesse. Et aujourd'hui, je suis dans une phase de vie depuis 2-3 ans où je veux vraiment alchimiser toute cette expérience-là et pouvoir la rendre, pouvoir l'offrir, pouvoir la transmettre et me structurer en même temps avec plus de stabilité. Voilà, donc ça se retrouve aussi dans ma vie que j'ai créée ici avec Sarah, ma fiancée. On vit depuis 2 ans et demi à Bordeaux, on est bien installés et les choses se structurent, les choses se stabilisent. C'est-à-dire que dans 6 mois, ça fera 3 ans que je vis ici dans cet appartement. Ce sera la première fois depuis que je suis né que je vis 3 années consécutives au même endroit. Donc je pense que si on doit me décrire, on peut me décrire au croisement de cette instabilité et de cette exploration qui a à la fois été extrêmement nourrissante et à la fois très beaucoup marquée par la séparation, par le déchirement, par plein de choses comme ça. Et donc aujourd'hui, je retrouve énormément de force, de sécurité, de puissance, de souveraineté dans cette structure que je construis petit à petit et qui s'articule énormément autour de mon couple notamment. Un nomade, en tout cas, un ancien nomade. Ça retentit. T'habitais où, ouais, par curiosité? J'ai du coup grandi avant mes 18 ans entre les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Afrique du Sud. Et puis plus tard, dans ma jeunesse, j'ai vécu à Berlin, je suis allé en Espagne, j'ai vécu au Canada, j'ai passé 6 mois en Californie. Voilà, donc pas mal dans des pays anglo-saxons et dans des villes, dans des centres urbains la plupart du temps. Donc j'ai été beaucoup nomade, mais beaucoup nomade dans les villes. Tu sens que t'as infusé, gardé quelque chose de toutes ces expériences? Ah, absolument, ouais. Je suis du coup très urbain, tout en ayant gardé un enracinement profond dans ma spiritualité, puisque j'ai été nourri de différents bains à cet endroit-là. Ma mère était catholique, devenue bouddhiste. Mon père était catholique, devenu orthodoxe. Donc j'ai côtoyé trois dogmes religieux très jeunes. Et donc j'avais une emprise dans quelque chose de très spirituel et en même temps en ayant vécu des vies très urbaines, Paris, Berlin, Madrid, Cape Town, Vancouver, des grandes villes comme ça, je suis resté très très connecté au monde et à la technologie et à l'évolution de l'être humain dans sa sphère moderne. Et donc c'est là que s'articule mon propos. C'est entre cette modernité et cette sagesse ancestrale. Donc je suis tout le temps en train de naviguer entre ces deux ponts-là. Du coup, des religions qu'ont pratiqué tes parents, t'as parlé de dogmes, là aussi t'as pioché, on va dire, dans chacune d'entre elles? Ouais, carrément. J'ai beaucoup côtoyé du coup l'art du rituel, de la prière, le chant, la musique, mais aussi différentes perceptions de la sagesse de la vie. Mais ce que ça m'a permis de faire, c'était des rapprochements.
puisque dans cette grande exploration que j'ai eue pendant toute ma vie, où j'ai été bercé de culture, en environnement, etc., j'ai tout le temps cherché quels étaient les points communs entre ce que je découvrais. Donc dans ces spiritualités, c'était pareil, c'était ok. Bon, là, ils s'habillent un peu de cette manière-là. On va dire chez les bouddhistes, ils ont des toges rouges et des divinités très particulières. Mais bon, quand on est en prière, quand on partage certaines choses, quand on est en compassion envers les êtres, bon, bah là, il y a des choses qui ressemblent très fortement à quelque chose qui vient du fin fond de la Russie et de l'orthodoxie. Pourtant, ce sont des cultures très différentes, mais elles parlent un peu de la même chose. Et donc, en évoluant dans ma vie, j'ai découvert que beaucoup de cultures finalement parlaient tout le temps de la même chose. Et j'ai cette joie de pouvoir jouer avec tous ces repères. Multifacette. C'est bien ça qui me vient. Et si on parle plus d'étiquettes et de titres, en tout cas, si j'ai voulu t'inviter, c'est que tu accompagnes les hommes. Tu viens de lancer, notamment depuis quelques mois, un programme que tu appelles 12. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être cette casquette aussi que tu as? Ouais. Carrément. Donc oui, je va-et-viens avec l'accompagnement depuis 2017. Ça a commencé avec des accompagnements justement en design humain, on en parlait un peu plus tôt. Et puis l'envie de guider, l'envie de transmettre justement cette expérience s'est cristallisée là ces 2-3 dernières années dans 2 domaines, avec les hommes et puis avec l'entreprise, parce que je me passionne justement pour le monde de l'entreprise. Et puis dans ces désirs d'alchimie dont je parlais, les choses sont en train de se refermer, de se condenser de plus en plus, et j'ai lancé du coup en début d'année mon programme 12, et j'ai pris la décision très récemment, tu es la première personne à qui j'en parle, de n'accompagner qu'à travers maintenant ce programme, puisqu'il représente pour moi la synthèse justement de ces 10 années d'exploration que j'ai eues à tous les niveaux. Je l'appelle, je dis que c'est un voyage initiatique à travers 12 archétypes du masculin moderne. J'ai voulu redonner vie à ces anciens archétypes qu'on utilise, magicien, guerrier, roi et amant depuis un certain moment maintenant dans la psychologie. Et j'avais envie de leur redonner un peu justement un coup de neuf et les reconnecter à notre époque et surtout à ma vie, puisque je me reconnais au-delà de ces 4 archétypes. J'avais besoin d'en avoir davantage et d'avoir quelque chose qui ressemble plus à un zodiaque, puisque je me passionne pour l'astrologie et tous ces systèmes de synthèse de notre environnement et de nos vies. Et donc j'ai condensé tout ça dans un programme, et puis je m'appuie sur mes expériences aussi d'hommes modernes, d'entrepreneurs, mais aussi d'hommes en couple, mais aussi d'hommes en relation à d'autres hommes, etc. Et je propose un accompagnement de groupe ou individuel pour les personnes qui ont envie d'aller un peu plus loin avec moi, qui dure 3 mois, qui est basé sur chaque saison. Voilà. Donc, on est en train de terminer, on va bientôt terminer la saison de l'hiver, est basée sur la souveraineté, et on va entrer dans le printemps, qui va être en lien avec l'incarnation de notre puissance masculine, notre déploiement, notre flamme. Et donc ouais, je me considère vraiment coach, accompagnant pour hommes aujourd'hui, et j'ai envie d'assister, d'accompagner les hommes dans une dimension holistique, c'est-à-dire dans toutes les sphères de la vie, parce que pour moi elles s'entrecoupent, elles s'entremêlent, et j'ai plus envie d'accompagner juste sur le business sans toucher au spirituel, j'ai plus envie de toucher au relationnel sans toucher à l'entreprise, j'ai plus envie de guider l'âme sans guider dans la matière aussi. Donc 12, c'est vraiment pour moi cette synthèse de toutes les parts de moi, finalement, que j'ai envie de transmettre de manière entière aux hommes qui viennent. Ce serait ok pour toi de nous partager ces 12 archétypes? Alors peut-être pas dans les détails, tu vois. Carrément. Mais je pense les partager dans une version écrite plus longue. Okay. Et je sais pas si je les connais tous de tête là, mais je peux les sortir. Ils sont donc répertoriés en différents éléments.
Donc on va parler les 4 éléments eau, terre, feu, air. Et du coup ces archétypes ils sont vraiment issus de mon expérience et de ma vie, mais aussi de valeurs et d'énergie symbolique qui nous entourent. On a notamment l'élémentaire qui correspondait à la saison d'hiver qu'on vient de passer. On va avoir le roi, voilà, qui incarne vraiment cette souveraineté, cette bienveillance, ce pouvoir, mais le stratège aussi, qui est plus lui dans l'initiative, il va aller chercher des choses, il va être dans son audace, il va s'appuyer sur son réseau dans sa vie. Et puis l'énergie du forgeron, voilà, qui est pour moi plus manuel, plus en lien justement avec la terre, avec l'ancrage, avec une certaine discipline, mais aussi une simplicité. Et puis on va bouger vers la saison de l'eau, donc au printemps. Et là, c'est justement les archétypes qu'on va étudier pendant cette nouvelle saison de 12. On va avoir le gardien, qui incarne cette énergie protectrice, qui prend soin, mais qui est aussi très patiente, très dans l'observation, mais pas une observation passive, plutôt une observation tranquille et ancrée. Et puis on a le gentleman, voilà, ça c'est un archétype que j'ai beaucoup incarné dans ma vie, beaucoup dans l'élégance, dans la diplomatie, voilà, on veut pas trop froisser, mais en même temps on arrive à obtenir ce qu'on veut. Puis un côté très urbain, un côté très voilà, la classe quoi. Et puis pour le mois de juin, on va avancer vers l'archétype de l'Atlante, qui est en lien avec la connaissance, les sagesses oubliées, mais aussi l'héritage, qui est d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on transmet. Les Atlantes étaient un peuple avec une grande connaissance et une technologie avancée, potentiellement plus avancée que la nôtre aujourd'hui, même si c'est sujet à débat. Et du coup, c'est pour moi, ça condense justement ces valeurs de connaissance ancestrale et technologie en même temps. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut avancer dans un avenir où on va alchimiser ces deux parts de nous? Cette part de nous qui a besoin de retourner à la terre, qui a besoin de retourner à quelque chose de brut et au savoir des anciens, et en même temps s'appuyer sur la technologie qu'on a créée, qui crée des miracles, comme là on est en train de le vivre aujourd'hui tous les deux, et en faire quelque chose de beau. Et puis le reste des archétypes, je vais les garder pour moi et on les partagera au fil de l'évolution de 12. T'as fait un peu teasing, c'est très bien. Voilà. Il faut garder un peu de suspense. Mais je pense y consacrer un ouvrage, puisque j'écris depuis de nombreuses années. J'ai écrit un ouvrage ces dernières années sur la Lune et les cycles lunaires, et j'aimerais consacrer un ouvrage sur ces archétypes-là. Et en quoi ces archétypes, ils nous aident, ils t'ont aidé à mieux se connaître? Bah, ils ont comme toute force symbolique leur ombre et leur lumière. Donc travailler avec, c'est comme travailler avec je sais pas, un oracle ou des costumes qu'on va porter dans la vie. On va porter le costume de l'entrepreneur, on va porter le costume du père, le costume du mari, et ces costumes-là, ces rôles qu'on emprunte à la vie, ils nous enseignent des choses. Et donc ces archétypes-là, c'est une manière pour moi de transmettre toutes ces différentes leçons, toutes ces différentes phases de vie que j'ai eues, très multiples, et de les réunir. C'est encore ce désir de réunification. Et moi, ils vont m'aider tout simplement à reconnaître que je suis multiple et que je peux un jour, parce que j'en ai besoin, invoquer le pouvoir de justice du roi, et un autre être plutôt dans la diplomatie du gentleman, et un autre encore dans l'observation tranquille et patiente du gardien. Et cette force-là, je pense, d'être multiple, c'est quelque chose dont les hommes ont beaucoup besoin aujourd'hui. Cette capacité à être OK de revêtir plusieurs rôles, à évoluer, à changer, à ne pas montrer toutes nos facettes à n'importe qui, à faire le choix de se comporter tel qu'on a le souhait de se comporter sur le moment avec la personne qu'on a en face de nous, en rétorquant une énergie ou une mesure adaptée à la situation. Donc c'est comme une caisse, une boîte à outils, c'est comme un couteau suisse finalement pour traverser la vie, des forces archétypales et symboliques sur lesquelles on peut s'appuyer. Ma compagne Sarah m'a beaucoup inspiré là-dessus, sur la force justement des symboles, et l'invocation des symboles, parce que les symboles nous rattachent à quelque chose d'archaïque,
nous rattache aux peintures rupestres, aux énergies ancestrales qui nous ont traversés aux temps immémoriaux, comme la force du feu, par exemple, de se retrouver entre hommes autour du feu. C'est des choses qui vont animer en nous et qui vont réveiller une force qu'on peut justement convoquer dans l'instant. Et ces archétypes, ils sont là pour ça, ils sont là pour veiller sur nous, comme le zodiaque de l'astrologie ou toutes ces autres imageries symboliques qui sont là. C'est pas juste du folklore, c'est des symboles très forts. Et si, alors qu'il y a plein de choses qui se sont perdues à travers les âges, à travers les millénaires, à travers l'écriture, la tradition orale, on a perdu des connaissances, s'il y a des symboles qui traversent le temps aussi fortement, ça nous dit justement l'importance du langage symbolique. Et donc, ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui avec ça, c'est est-ce que nous, là, aujourd'hui, dans ce mouvement, dans cette émergence masculine qu'on est en train de vivre, là, collectivement, entre toi et moi et les personnes qui nous entourent, mais aussi au plus large, est-ce qu'on a des symboles? Est-ce qu'on a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer justement pour être guidé, pour se retrouver dans ce chaos? Voilà, donc c'est ça que j'aimerais apporter avec ça. C'est très jungien, tout ça, entre les archétypes et le symbolisme, la symbolique. Et tu parlais des besoins des hommes, ouais. Qu'est-ce que t'as perçu, toi, chez les hommes? J'en parlais aujourd'hui encore. En tout cas, les besoins qui peut-être croisent mon chemin, parce que des besoins, il y en a plein. Mais ceux qui croisent mon chemin, et là où je me sens juste d'agir ou d'interagir, et ce qui me revient, voilà, c'est beaucoup ce que j'appelle la crise en anglais, purpose, la vision, la direction. Voilà, je côtoie et je rencontre et je parle avec, et je vois autour de moi beaucoup d'hommes qui semblent ne pas savoir où ils vont. Et je sens que c'est une grande souffrance. Et notre monde de plus en plus digitalisé nous perpétue un sentiment de suggestion permanente par rapport à la direction qu'on devrait emprunter. Et pour un homme qui n'a pas forcément un ancrage précis dans la direction qu'il veut aller, qui n'a pas fait ce silence peut-être de se retirer un peu du monde momentanément pour se retrouver en lui et se dire ok, c'est quoi vraiment le sens de cette vie? Qu'est-ce que moi je suis venu apporter? Ça crée des grandes angoisses, ça crée des moments d'égarement, je pense, ça crée du matérialisme, ça crée de la fuite dans la vie. Et ce que j'ai envie de partager comme message aux hommes, c'est que on a tous une vision, on a tous un rêve, un grand rêve, un rêve de gamin qu'on est venu incarner ici, et on a besoin de se reconnecter à ce rêve. Il y a plein de moyens pour ça, évidemment. Moi, j'ai choisi l'exploration dans ma vie pour me connecter à ma part enfantine, à ma part créative, et je me suis beaucoup senti perdu finalement, sans direction, ballotté par les expériences, ballotté par la vie. Et ce qui m'a donné de l'ancrage, au final, c'est de m'engager dans une voie. Donc ça ouvre, tu vois, la deuxième perspective que je vois énormément autour de moi, c'est ce manque d'engagement, ce grand désir de liberté chez les hommes, grand désir de puissance. J'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie de pas me sentir limité financièrement, amicalement, dans mon couple, sexuellement, peu importe, dans toutes les directions de ma vie, j'ai envie d'avoir du pouvoir, mais pour autant, je ne suis pas prêt à choisir une voie dans laquelle m'incarner pleinement et me développer, parce que ça me fait peur, parce que je vais devoir renoncer à des choses. Donc ça, c'est la deuxième chose que je vois, c'est cette peur de l'engagement. Quelque chose auquel je suis énormément confronté dans mon quotidien de coach, mais aussi juste d'homme. Ouais, l'énergie de fuite ambiante, de fuite et de contrôle aussi, de vouloir contrôler absolument les circonstances de sa vie. Ouais, donc il y a beaucoup ces deux énergies-là déjà que je vois, le manque de vision, le manque d'engagement. Tu penses que c'est lié à quoi, toi, ça? Pour moi, je pense que c'est en grande partie, c'est le lien au père, en fait, c'est le lien au masculin qui est brisé. C'est le lien générationnel entre nos pères et nos grands-pères qui est brisé, et où on n'a pas été guidé par des forces masculines ancrées. Et donc on nous a enseigné la fuite, la manipulation, le contrôle. C'est justement les ombres qu'on va aller explorer là dans le programme du printemps. Et on s'est perdu là-dedans, et du coup on n'a pas ces rites de passage,
ces quêtes de vision comme il y avait en chamanisme qui nous amènent justement à rencontrer notre essence, à rencontrer ce qu'on est venu. Donc on est très susceptible, très vulnérable à la suggestion de la société, très vulnérable aux rêves qui nous sont proposés, les rêves de richesse, les rêves de, je sais pas, de séduction, les rêves de matérialisme, etc. dont je parlais. Et il faut refaire ce lien. Et on peut retrouver ce lien, je pense, entre hommes en s'accordant justement ces espaces vrais, ces espaces de confrontation saine, où on se dit les choses, où on se dit notre bullshit, quoi. Que là, finalement, la vie que t'es en train de mener, elle te ressemble pas vraiment. On sent qu'il y a quelque chose qui manque. Pour ça, j'ai envie de nommer cette série absolument magistrale que Kian Kojandi a fait, Bref 2. C'est juste incroyable. Ça parle de ça. Ça parle d'engagement. Ça parle de vision. On parle d'un homme perdu dans sa vie qui, du coup, sans le vouloir, fait du mal aux autres, se fait du mal à soi et en errance dans sa vie, n'a pas choisi une direction, à la fois est dans des rêves un peu de gamin et en même temps est complètement en colère contre tout parce qu'il y a une frustration immense qui émerge de ça. Et cette frustration, elle est terrible. Ça peut prendre la forme de frustration, de dépression, de plein de violence, quelle qu'elle soit, ouais. De violence, ouais. Sur soi ou sur les autres. La plupart du temps par des addictions. Ouais, je crois. Oui, je l'ai vu dimanche. Moi, j'ai pris une claque dans le bon sens du terme, mais effectivement, je crois que pour nous les hommes, j'ai l'impression, elle fait bouger les choses. Dans l'épisode 2, le rapport au père, justement, tu vas en parler du rapport au père. Cet épisode, il est assez incroyable. Et oui. C'est magnifique. Sur la relation soi aux autres, on vous conseille d'aller voir ça. Ça vaut vraiment la peine. Et tu parlais de se retirer de ces hommes qui ont peut-être pas eu ou pris le temps de se retirer. Toi, tu t'es retiré comment? J'ai vécu des vies d'ascèse, volontaires ou involontaires. J'ai vécu des périodes de ma vie sans argent, sans téléphone. C'est extrême, hein, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. J'ai fait des retraites pour hommes, j'ai fait des grands voyages, j'ai tout quitté plusieurs fois dans ma vie. Et ces moments-là, même si pour moi ils étaient pas forcément choisis et que c'était un peu mon chemin finalement d'être en séparation et ça je le comprends avec le temps et aujourd'hui j'ai la chance de l'intégrer d'une manière plus saine. Mais prendre ce recul par rapport au monde, par rapport à notre vie, pour moi c'est essentiel. À la fois dans ce que je disais, c'est-à-dire d'avoir de la confrontation saine avec d'autres personnes qui peuvent nous le montrer, mais aussi dans le silence, la puissance du silence, que ce soit en faisant une retraite vipassana, que ce soit en passant 3 jours en montagne, mais c'est se confronter à soi. Moi, j'ai fait pas mal de trips comme ça, avec mon sac à dos, tout seul, où ça m'a beaucoup aidé à observer le monde, des périodes où je travaillais pas, où j'avais pas d'emploi, voilà. Donc ça, c'est des choses extrêmes, plus simples à faire dans notre jeunesse. Mais pour des hommes qui peut-être ont déjà une vie de famille, déjà un travail, un engagement, bah c'est s'accorder des espaces à soi. Moi, j'ai un rituel. Hein. Le matin, c'est mon espace. J'ai une entreprise à faire tourner. J'ai un couple dans lequel je suis très engagé. On a une relation très fusionnelle, donc on passe énormément de temps ensemble. J'ai des responsabilités comme n'importe qui. Mais chaque matin, c'est un espace à moi. C'est 1, 2, 3 heures. Et c'est mon temple du matin, comme je l'appelle. Mais c'est un moment pour me reconnecter à moi, à mes émotions, à là où j'en suis. Et c'est un rituel indispensable dans ma vie. Et je pense que beaucoup d'hommes s'étouffent avec des responsabilités et des engagements parce que ils vont m'entendre et vont dire oui mais moi je suis très engagé dans ma vie. Oui, justement, c'est l'autre part de la pièce, c'est l'autre côté de la pièce, c'est que du coup, on est complètement étouffé par nos engagements, on a un sac de pierres sur le dos, on est étouffé par nos responsabilités et on n'a pas d'espace en fait pour se retrouver avec soi. Et ces moments de recul, ils sont très précieux. Et je croise beaucoup d'hommes qui ils vont passer toutes leurs vacances en famille ou en couple ou tous leurs moments en fait précieux de vie, ils vont les partager, ils vont s'engager dans leur communauté, dans leur travail, mais ils vont s'oublier. Ils vont oublier l'essence et l'importance de se consacrer à soi. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais ouais, c'est à la fois, je pense, dans des choses du quotidien, dans des méthodes d'exploration comme la méditation, comme le breathwork, comme des pratiques comme celle-là et des moments plus longs
de prise de recul. Voilà, des années sabbatiques, des voyages, des week-ends, des retraites, des choses qui permettent de changer d'environnement. Pour moi, c'est essentiel. T'as répondu comment et pourquoi. Donc Mm. et oui, ça résonne. Moi qui ai pris beaucoup de temps pour voyager, avoir ces espaces aussi de prise de recul et je sais pas pourquoi ça me connecte à Compostelle aussi parce que tu vois, je trouve qu'aussi il y a des façons simples en fait d'ouvrir de l'espace en fait et de prendre du recul. Bah ça, bien sûr, ça demande du temps et comme tu l'as dit, en fonction de la vie qu'on mène, de ses responsabilités, c'est pas forcément simple. Mais il y a quelque chose qui me monte là, qui vient très fort là et il y a une tristesse qui est attachée à ça, c'est parce que je pense à mon père finalement. Et c'est pour moi le modèle un peu de cette énergie-là, c'est que beaucoup d'hommes ne se connaissent pas en fait, n'ont pas pris le temps d'aller à leur rencontre. Moi, j'ai eu la chance de le faire entre mes 20 et mes 30 ans. J'étais extrêmement libre, j'ai pris cette liberté et je suis allé constamment à ma rencontre avec plein d'expériences. Et je pense que plus le temps avance dans cette vie, plus il y a une peur qui grandit à l'intérieur de ce vide. Je me connais pas, je ne sais pas ce que j'aime faire, ce que j'aime créer. Je ne suis pas au contact de mes émotions profondes, de mes désirs profonds, de mes rêves. Et il y a un vide là-dedans. Et ce vide, il grandit avec le temps qui passe. Et on voit ses enfants grandir. Et on voit sa femme qui s'épanouit. Et on voit les collègues ou les frères ou qui ont des carrières. C'est exactement ce qu'il y a dans Bref, là. On voit des carrières qui se développent, qui ont une vie, peu importe quelle vie. Et c'est aller à la rencontre de soi, je pense, cette prise de recul. C'est avoir le courage de rencontrer ce vide, parce qu'il y a un vide, il est là, hein, et il va te regarder droit dans les yeux, et il va te dire, mec, en fait, est-ce que t'as déjà vraiment été tout seul? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'être tout seul? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'être en face de ta colère, de ta peur, de ta violence, de ton contrôle, de tout ça? Ouais. Et je repense aussi à l'épisode 2 avec le père. J'ai beaucoup pleuré. C'est assez, je pense que je serais curieux de voir des retours d'hommes sur cet épisode. Et pour ce programme 12, tu as choisi de t'entourer, d'avoir des alliés. Est-ce que tu peux nous en parler, peut-être nous les présenter ou comment, d'où c'est venu ce besoin ou cette envie d'être entouré pour accompagner? Je pense qu'il y a plusieurs plans. Le premier plan, c'est que j'ai vraiment envie d'apporter une synergie collective à ce mouvement masculin. Donc quand je me suis projeté à accompagner, je me suis dit que j'avais envie de m'entourer de gens qui étaient bons dans leur domaine et de les incorporer au programme. Donc c'est ce que j'ai fait dans la première édition. Dans cette deuxième édition, beaucoup des hommes que j'ai sollicités pour m'accompagner dans ce programme n'étaient pas forcément disponibles parce que le printemps était une période très justement chargée pour eux. Et donc je l'ai vu un peu comme un challenge justement à plus incarner ma capacité de guidance et de partage et de transmission, et donc du coup ça a été un peu un challenge d'y aller. Mais j'ai renouvelé l'expérience notamment avec Steven Rise qui du coup contribue son application de breathwork et ses enseignements de breathwork au programme 12, et du coup c'est vraiment une joie de bosser avec lui parce que moi j'ai pas nécessairement de pratique somatique dans ce que je transmets. On est dans l'esprit et dans le cœur, mais on n'est pas forcément dans le corps et dans la libération émotionnelle. Et donc j'avais vraiment envie d'avoir une interface avec le breathwork. Ça a été une immense réussite pour le programme d'hiver. Les participants ont vraiment adoré avoir l'accès justement à cette application et pouvoir travailler avec l'énergie du breathwork fréquemment. Ça les a beaucoup soutenus, et donc c'est devenu un pilier maintenant de ce programme. Parce que on a besoin de travailler le corps, l'âme et l'esprit et le cœur un peu en même temps. Et donc je voulais avoir différents outils. Mais à l'avenir, j'aimerais continuer cette énergie de synergie, et avec un peu plus de temps de préparation. Je pense pour l'édition de septembre et l'édition de l'automne, je m'entourerai à nouveau.
Ouais, c'est important pour toi, cette fraternité, j'entends. Ouais, carrément. Il y a plusieurs dimensions. Il y a l'aspect de communauté, il y a l'aspect aussi de prospérité collective. J'ai envie d'avoir un impact avec ce que je crée sur les business models dans le milieu de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement en fait masculin. Parce que je sais que notamment en France et dans ces milieux du développement personnel, du coaching, il y a énormément de difficultés financières ou de marketing qui sont vécues par ces hommes-là. Et je pense que c'est pas forcément par manque de qualité, de connaissances, mais plus par voilà des modèles qui sont pas forcément approfondis, où on a un peu plus de lacunes que chez nos confrères anglo-saxons. Et j'aimerais apporter justement cette pas que j'ai tout compris et j'essaie déjà de le mettre en application chez moi, cette dimension internationale avec laquelle j'ai grandi et évolué et l'apporter. Mon rêve ultime dans ce milieu, c'est justement la création d'une plateforme collective qui s'appelle La Forge et où les enseignants du coup de ces milieux de coaching accompagnement masculin peuvent venir partager leur savoir, leurs accompagnements et des hommes peuvent venir trouver au sein de cette communauté ce qu'ils recherchent. Un peu comme un Gaia ou Netflix du men's work où il y aurait beaucoup de ressources vidéo et de pratiques pour les hommes, voilà, avec un système d'abonnement et un truc simplifié pour qu'on ne soit plus chacun à s'épuiser dans nos antennes respectives parce que ça c'est une énergie pour moi, hein, il y a une productivité et une énergie folle qui est balancer en fait à créer notre propre contenu chacun dans notre coin. Ça demande une énergie phénoménale et je pense que s'il y avait un mouvement collectif où chacun se rejoignait pour justement contribuer son énergie à quelque chose de groupé, il y aurait une économie phénoménale d'énergie et une concentration d'impact en fait au même endroit qui pourrait énormément soutenir les hommes. Parce que faut aussi penser à nos clients, à ces hommes qui sont en recherche et en quête de sens. Ils sont tiraillés dans tous les sens. Et quel programme je dois choisir? Est-ce que celui-là c'est le bon? Le prix, je sais pas. Lui il fait ci, lui il fait ça. C'est des dilemmes en fait sans fin. J'ai aussi ressenti l'impact finalement, malgré nous, hein, de la compétition, de la concurrence entre nous. On a peur que si on fait la promotion de l'un, on va perdre des clients chez nous. Donc tout ça, c'est des thématiques que je découvre et que je rencontre dans ce milieu. J'aimerais beaucoup participer à les solutionner. Je sais pas si j'en ai les moyens moi seul, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup participer à ça, ouais. Donc 12, c'est un terrain d'exploration pour voir ce qui fonctionne, pour me mettre en interaction, pour me mettre moi-même à la place du coach, du leader de communauté, comme j'aime dire, et de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je rencontre comme problème, qu'est-ce que je rencontre comme difficulté. Donc je suis à la fois en train de proposer de l'accompagnement et à la fois en train de tester le business model pour comprendre ses pièges et ses lacunes pour pouvoir l'améliorer. Intéressant. Et ouais, il y a des choses qui résonnent fortes. Et comment toi t'as grandi justement sur cet aspect fraternel? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été présent dans ta vie ou au contraire un manque? Carrément. Du coup, mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Mon père était déjà très absent. Donc, j'étais très proche de mon frère. J'avais une relation assez fusionnelle avec mon frère, très jeune. Même si on avait 4 ans d'écart, on jouait tout le temps ensemble. J'étais tout le temps avec lui. Il m'apprenait des choses. Il était vraiment dans son rôle de grand frère. Et assez très tôt, finalement, il est parti de la maison quand moi, j'avais encore que 11 ans. Et à ce moment-là, je suis parti à l'internat. Donc, j'ai perdu mon frère et j'en ai trouvé plein d'autres. Et à ce moment-là, moi, déjà très jeune, je suis en rupture avec le modèle de mes parents. Me sens tellement trahi, je suis complètement voilà, mes parents c'est ceux avec qui j'ai une relation et dont j'obtiens certaines choses dont j'ai encore besoin. Donc je fais en sorte de gérer plus ou moins la relation, mais au niveau de la confiance et du lien, je suis complètement en rupture totale depuis longtemps déjà. Et donc je me construis dans ces internats. Je vais vivre de mes 11 ans jusqu'à mes 17 ans en internat et je vais côtoyer des garçons en permanence et j'aurai un groupe de copains. Donc je fais 2 internats différents, un en Afrique du Sud et en France.
et je vais avoir un groupe de copains, voilà, que je vais suivre tout le temps. Et le groupe de copains avec qui je serai au lycée, on s'appelait 12 entre nous. Donc la genèse en fait est là. Je voulais retrouver justement cette énergie de camaraderie. On était dans la survie, clairement, on manquait, on n'avait pas ces figures pour nous guider justement masculines, donc on essayait tant bien que mal de se guider entre nous. Mais il y avait beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de partage, on s'épaulait dans nos moments difficiles. Il y avait aussi beaucoup de chambrage et d'humiliation et de trucs comme ça. Mais globalement, il y avait vraiment une énergie solidaire et fraternelle. Et finalement, ce n'est que le monde dans lequel on s'est précipité, qui nous demandait et nous exigeait de devenir quelqu'un à un âge où on n'était pas du tout prêt à le devenir et sans aucune guidance, qui nous a séparés finalement. Mais il y avait un désir très fort de retrouver cette énergie tribale. Et moi, qui étais loin de ma famille, c'était nécessaire. C'était vraiment une énergie très très nécessaire pour moi. Mais on a manqué de rôle, on a manqué de guidance, on a manqué de présence forte masculine pour nous aider justement à traverser ça, alors qu'on avait beaucoup de choses à donner, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Et 12 finalement pour moi c'est une manière de rendre à cette époque-là ce dont j'ai manqué. Merci pour ce partage, je trouve ça chouette de voir d'où ça vient, que ça a une racine lointaine, on va dire. Et c'était quel type d'homme toi avant toutes ces démarches, avant de là où t'étais? T'as parlé de voyage, t'as parlé de nomadisme, il y avait quelque chose de fuyant, perdu. Qu'est-ce qui comment t'étais? Ouais, donc je me suis beaucoup plu dans l'archétype de l'artiste. Et puis plus tard dans celui un peu du sage. Je me suis toujours considéré un peu supérieur aux autres par ma sensibilité, mon hypersensibilité et du coup oui ma sagesse quand même parce qu'il y en avait. Et j'ai beaucoup de mal du coup à m'ancrer, à me stabiliser, à me remettre sur terre avec tout le monde. Je voulais tout le temps échapper aux choses et le désir de liberté semblait être celui qui était positionné au-dessus de tout, mais ça me rendait très fuyant, très séducteur, énormément. J'ai beaucoup utilisé la séduction, la manipulation. Je voulais tout le temps m'attirer les faveurs des gens, mais parce que ma survie en dépendait, puisque du coup, je me suis jamais vraiment assumé financièrement. J'ai toujours eu des difficultés à cet endroit-là. J'ai traversé beaucoup de situations différentes, mais j'ai eu beaucoup d'insécurité financière dans ma vie, d'instabilité. Et donc, les autres étaient tout le temps un soutien, une énergie sur laquelle je pouvais me reposer en cas de besoin, de détresse. Donc, j'entretenais une relation assez perverse à cet endroit-là avec beaucoup de mes amis ou même de mes conjointes ou de ma famille d'ailleurs. Toujours essayer de m'arranger et c'était terrible pour moi parce que il y avait cette envie d'apporter un impact très positif à mon environnement et en même temps mes détresses et mes difficultés qui venaient finalement empoisonner tout ça. Donc j'ai fui beaucoup de comme je disais de cadres sociaux et j'ai sauté d'amitié en amitié énormément dans ma vie. Voilà, donc ça a été très marqué par la rupture et la séparation et difficulté à s'engager du coup. Difficulté à s'engager, difficulté à choisir un truc et dire ok voilà je me coltine à ça. J'avais l'impression que je pouvais construire une vie où je gardais toutes les options ouvertes. Donc quelle déception de me rendre compte que ça n'était pas possible et qu'il fallait choisir une voie comme mon père me l'avait dit depuis longtemps. Il avait une voie pour toi ou il te disait juste de choisir? Non. Il voyait, je pense que je souffrais de ça, de ne pas avoir une direction. Moi, je pense que j'aurais voulu suivre lui. Mon père était entrepreneur, j'aurais adoré être un de ces gars qui est sous l'aile de son père et qui le suit un peu dans le business et qui fait qui prend le modèle. J'aurais beaucoup aimé ça. Exactement. Ouais, je pense que ça c'est ce que je désirais. Mais voilà, il y a de la confusion des rôles. C'est mon frère qui était un peu zoomé là-dessus, mais alors que lui, ça l'intéressait pas, au contraire. Et moi, du coup, j'ai tracé ma route, mais j'ai manqué du coup complètement de cadre, de structure, et j'étais en rébellion totale contre ce modèle paternel qui avait choisi une direction qui était très carrée, très très carrée. Très simple finalement, très carré, très simple, très basique dans son approche de la vie
Et moi, mon objectif rebelle de mes 15 ans, c'était ok, je vais arriver au même statut social, je vais arriver à grimper les échelons, je vais gagner de l'argent, je vais gagner de l'influence, mais je vais le faire d'une toute autre manière. Donc j'ai mis l'accent sur l'aventurier, sur celui qui explore, qui a des tas d'expériences. Mais il y a que maintenant que je peux vraiment construire une carrière là-dessus et me rendre compte de la richesse que c'est, mais justement en appliquant le cadre et la structure qui m'ont tant manqué. Comment tu retrouves du cadre, toi, au quotidien? J'imagine que tu arrives à avoir des prises de recul à des endroits où peut-être t'en manques. Moi, ce qui m'aide énormément, c'est de remettre en perspective ma vision totalement, tout le temps. Donc, je suis vraiment un stratège dans le sens où je passe énormément de temps dans la réflexion sur l'avenir. Donc, c'est là où je fuyais avant, mais j'en ai fait une force. Donc, je réévalue en permanence ma direction par rapport à la vision finale. Ça m'aide beaucoup à me structurer. Et ensuite, les rituels du quotidien, les routines, hein. Les routines, c'est ce qui m'aide. Dès que je sors de ma routine, quand on est en voyage, par exemple avec ma chérie, c'est très déstructurant pour moi, malgré le fait que j'ai passé ma vie à voyager. Et moi, j'ai l'impression que c'est fini, quoi. Et donc mes routines, mon ancrage, voilà, mon petit bureau à la maison, là mes petits lives que je fais tous les lundis, mes breathwork, ma façon de m'habiller, mes repas à telle heure, toutes mes routines, ce sont les choses qui me structurent et qui m'aident à me déployer sereinement. Dès que je sors de mes routines et de mon de ces réflexes-là, c'est très insécurisant pour moi et c'est là où je commence à dévier de la trajectoire, où je commence à imaginer d'autres trucs, à fuir un peu mon quotidien. Donc ces routines, ce sont mes ancrages et elles sont basées sur ce qui me nourrit profondément. Voilà, c'est pas des trucs tout bêtes appris, non, c'est justement ces années et années d'expérience où je me connais très bien et je sais ce dont j'ai besoin. Donc ça commence par la solitude le matin, essentiel, puis un moment avec ma chérie, et puis cuisiner et faire mes petits posts Instagram et faire ma petite stratégie, etc. C'est comme ça que j'arrive à me cadrer, à me structurer. Et ensuite, quand j'ai des moments de doute, d'éparpillement, de perte de repères, la confrontation saine avec l'autre, le partage, l'échange, ça m'aide énormément. J'ai tendance, moi, à me refermer et à m'isoler, justement, comme je le faisais avant, en partant loin, etc. Donc, je pars à l'intérieur maintenant, puisque je quitte pas comme ça du jour au lendemain, le domicile conjugal, mais du coup, communiquer beaucoup et être en interaction, ça va m'aider à retrouver ma trace avec des gens de confiance. Ouais. Et un des sous-titres, on va dire, de ton programme, ou en tout cas une notion, une valeur, c'est la souveraineté. C'est quoi pour toi la souveraineté? Qu'est-ce qu'elle représente? Tu parlais de l'archétype du roi dans lequel on est ou qu'on va être, c'est ce que tu disais. On y était en début d'année. La souveraineté pour moi, c'est savoir qui on est, savoir ce qui est ok ou ce qui ne l'est pas avec soi. C'est d'être en mesure d'être dans sa vie, de pouvoir faire des choix qui sont justes pour nous. Par exemple, si par exemple moi en ce moment j'ai des difficultés financières qui m'obligent à court terme à faire des sacrifices qui ne me conviennent pas, je me sens pas souverain à cet endroit-là. Je le suis parce que je fais un choix conscient maintenant pour que ça change et que ça évolue, donc je m'empare de quelque chose, mais en même temps, il y a une frustration et un sentiment que je ne suis pas souverain à cet endroit-là. Par contre, par exemple, si quelqu'un vient et tente de m'imposer un peu sa vision des choses et tente de me séduire un peu dans sa manière de voir le monde, vu l'indépendance d'esprit que j'ai, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Et donc là, je vais me sentir très souverain, justement, de pouvoir complètement écouter l'autre, de lui donner toute sa place, de même entretenir son propos et lui dire moi je suis pas intéressé et ça ne me touche pas et ce n'est pas une voie que j'ai envie d'emprunter. Pour moi, c'est vraiment ça la souveraineté, c'est il y a des gens qui pourraient
faire un parallèle avec quand t'atteins un certain niveau financier où tu peux dire merde à tout ce qui te convient pas dans la vie, le fameux fuck you money qui existe dans le développement personnel un peu et le money mindset. C'est ça aussi la souveraineté, c'est une manière de dire voilà, je peux dire oui ou non aux expériences qui me conviennent et qui sont justes pour moi et me sentir totalement en sécurité et bien avec ça. Et je pense que beaucoup d'hommes, et moi, je découvre toujours des endroits où je le fais, et j'ai énormément vécu là-dedans. On a de la corruption, en fait, sans s'en rendre compte. On est corrompu, on accepte des situations qui nous conviennent absolument pas, parce qu'on a peur de perdre l'autre, notamment. Moi, dans mon couple, je le vois très souvent. Je me rends compte, je me réveille un matin, je me dis, ah ouais, mais là, en fait, ça, c'était pas ok, quoi. C'était pas ok, mais j'étais tellement en insécurité à l'intérieur que du coup, c'était impossible pour moi de me placer dans ma souveraineté et de dire ouais là, parce que j'avais l'impression que j'y jouais ma vie. C'est tous ces endroits finalement, on a l'impression qu'on joue notre vie. Et il y en a plein. Et donc on est corrompu. On accepte on accepte la pommade et puis on fait la sourde oreille. Mais voilà, pour moi c'est ça la souveraineté. C'est vraiment un truc où et ça se cultive au quotidien, ça évolue. Ouais, tu vas tout le temps découvrir des endroits où t'es pas vraiment autant souverain que ce que tu le croyais, mais je pense que c'est à l'instant T que tu dois l'évaluer. Faut pas l'évaluer par rapport à un avenir qui n'est pas encore là. C'est est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à qui je suis, je me sens souverain. Et sinon, bah, il faut agir. Il faut agir. Impératif. Tu laisses pas le royaume à la dérive. Oui, ça me parle. Justement, j'avais envie de parler de royaume. Parce que le royaume, il y a des endroits chouettes, et puis des fois, il y a des endroits moins chouettes. Et dans ce que t'as exprimé, notamment dans ta relation de couple, j'ai entendu comment, à des endroits, j'arrive pas ou je sais pas poser mes limites. Ça, c'est quelque chose par lesquels j'imagine t'es passé. Comment ça a été pour toi? Est-ce que c'est quelque chose toi aussi que t'observes dans tes accompagnements? Ouais, c'est évidemment des choses qui étaient là, notamment au début. En fait, en gros, j'ai quand même traversé une période assez noire là, il y a 2 ans, où j'étais vraiment dans un gros cycle un peu dépressif. Et à ce moment-là, ma confiance en moi était tellement basse, je me sentais tellement menacé qu'il était impossible pour moi de penser que ma conjointe aurait envie de rester sciemment auprès de moi et me soutenir. Donc je pense que à ce moment-là, oui, j'ai abaissé énormément de mes limites. J'ai accepté des choses qui ne me convenaient pas forcément. Et je pense que c'est des thématiques qui sont récurrentes. Je pense notamment à l'archétype un peu du gentil, quoi. On pense que pour être un homme bon et juste et généreux, il faut dire oui, il faut s'engager quoi qu'il en coûte. Donc ça, moi, je me reconnais vachement là-dedans. Il faut, faut dire oui, faut montrer qu'on est soutenant quoi qu'il en coûte. Il faut c'est des tas de choses comme ça. Et puis finalement, on se rend compte que c'est pas vraiment ça la puissance masculine. La puissance masculine, elle s'incarne pas du tout dans un truc où je dis oui à tout pour plaire. Et justement, c'est là où je donne mon pouvoir. Quand je cherche à plaire, être souverain, c'est certainement pas plaire en fait. C'est se plaire à soi. C'est être ok avec la manière dont on a besoin de se comporter. Et on peut le faire avec amour. On n'a pas besoin de le faire de manière sévère. On peut tout à fait confronter l'autre, que ce soit notre conjointe ou que ce soit un ami ou que ce soit un collaborateur, et lui dire voilà, je respecte 100% ta manière de faire et ta manière de penser, et moi je sens que là ça m'emmène dans une direction qui me convient pas. Mais c'est toujours pareil, hein, ça va ramener de l'engagement, ça veut du coup dire parfois qu'il faut renoncer à des choses. Des fois on doit renoncer à des opportunités. Le people pleaser. Bah ouais, moi j'ai été à fond là-dedans, mais parce que c'était la survie. C'était la survie, parce que si je ne cherchais pas à leur plaire, entre guillemets, me couper les vivres, quoi. Je prenais le risque de me retrouver tout seul, et j'étais pas prêt à prendre ce risque. Donc moi, j'ai beaucoup vécu comme ça dans ma vie. Et Sarah, d'ailleurs, elle m'a énormément soutenu à faire du ménage dans mes relations. C'était un truc que j'avais déjà entrepris. Mais, aujourd'hui, il y a de la place dans ma vie.
Il y a de la place et les gens qui m'entourent, et je souhaite ça à tous les hommes, les gens qui m'entourent, il y en a pas ou très peu de mon état de conscience du moment à qui je cherche vraiment à plaire, et dès que je peux clarifier une relation, dès que je peux me rendre compte que je suis en train d'essayer d'obtenir quelque chose de l'autre plutôt que juste d'être dans mon moi, hop, je rectifie immédiatement, quoi. Et souvent d'ailleurs ces relations elles se détachent, pouf, d'un coup, ça se détache. J'ai vécu ça récemment là. Dès qu'on se rééquilibre et qu'on se confronte par rapport à ça, par rapport à quel rôle on a vraiment dans la relation, où en fait depuis le début on cherche à obtenir quelque chose, une reconnaissance par exemple, dès qu'on se détache de ça, hop, ça part d'un coup. Généralement ces relations-là elles restent pas. Les relations qui restent, c'est celles où il y a pas cet enjeu d'ego entre nous, et on est juste là par un respect mutuel, et on a envie de se soutenir l'un et l'autre. Et pour le people pleaser que j'étais, ça c'est à la base c'est dangereux. C'est dangereux parce que je peux pas lui foutre le grappin à ce mec-là. Ce mec-là ou cette femme-là, je peux pas lui mettre le grappin, quoi. Elle est pas là parce qu'elle m'admire, il est pas là parce qu'il veut obtenir quelque chose de moi ou qu'il cherche à me ressembler ou je ne sais quoi. Il est juste là parce qu'il apprécie ma compagnie. Mais demain, s'il a plus besoin de moi, il s'en va. S'il a plus besoin de la relation, il s'en va. Et ça, pour moi, c'était extrêmement anxiogène auparavant. Aujourd'hui, je le gère beaucoup mieux. J'imagine la peur de l'abandon ou quelque chose comme ça. Ouais, probablement. Probablement. Moi, j'avais besoin d'être beaucoup admiré, en fait. C'était ça qui me rassurait, tu vois. Beaucoup dans la séduction, beaucoup dans l'admiration. Ouais. Et dans les valeurs que tu prônes, ou en tout cas les notions, t'en as parlé un tout petit peu, mais de puissance, de sagesse aussi, c'est important pour toi, et comment elle s'exprime dans ton quotidien, je dirais. J'ai envie de te parler pour ça de ma vision du coup d'une énergie masculine. On parle de masculin sacré, mais qu'est-ce que c'est vraiment que cette énergie masculine? Elle est descendante puisqu'elle nous vient logiquement des cieux, voilà, d'une énergie divine, sans vouloir être trop mystique. Mais cette relation au Père, elle est aussi une relation au Père céleste, à ce qui vient d'au-dessus, à ce qui nous précède. Donc quand je parle de sagesse, c'est justement d'aller se reconnecter. Et c'est pas seulement une divinité qui serait extérieure, c'est à notre propre divinité, à notre propre énergie sage. On a une voix à l'intérieur de nous qui est pure, qui est bienveillante, qui nous guide vers des choix qui sont justes, qui sont puissants, qui sont ancrés, qui sont alignés, qui sont extraordinaires et dont l'humanité dans sa globalité ont besoin. Mais il faut se permettre d'écouter cette voix. Donc évidemment, il y a d'abord des fondations de base à poser, des fondations de souveraineté, d'ancrage, de stabilité, de choses de base. Donc pour certains, ça va être la sécurité, voilà, financière ou relationnelle. Moi, mon socle, je le disais, c'est mon couple. C'est ça qui me sécurise dans la vie, et c'est ce qui fait que cet engagement que j'ai au quotidien avec ma femme me stabilise énormément. Et là-dessus, je peux construire. Je peux construire, quoi. Construire mon entreprise, construire mon monde. Donc puissance, pour moi, c'est le lien à la flamme, le lien à cette flamme qui est là. Elle était là à l'enfance, elle a émergé à l'adolescence, elle s'est exprimée sous l'énergie du désir sexuel, l'envie de répandre, de créer. Et quelle relation tu entretiens à cette flamme-là? Est-ce que tu lui as donné de la place? Est-ce que tu lui permets de s'exprimer? Est-ce que tu la cultives? Et cette flamme-là, elle a la particularité, pour reconnecter à l'énergie dont on parlait avant, elle est vraiment pas là pour plaire à tout le monde. Clairement, souvent, la flamme d'un homme, elle va bousculer, elle va faire bouger, elle peut être inconfortable, elle peut susciter des réactions, elle peut faire plein de choses, parce que c'est ça la puissance en fait. Et quand la puissance s'émerge en nous, on a peur de notre violence. La violence sexuelle, auquel on est irrémédiablement lié en fait dans notre société par rapport à ce qui est venu avant et ce qui se passe aujourd'hui, notamment à l'égard des femmes, mais aussi à l'égard des hommes, avec la brutalité, la violence, les énergies de trahison, de vengeance, d'humiliation en fait qu'on perpétue sans le savoir dans notre langage, dans notre manière de nous comporter, dans ce qu'on diffuse, dans les films qu'on crée, enfin etc.
Et donc cette puissance, elle fait peur. Cette puissance, elle fait peur, donc souvent on va la taire, souvent on va la garder à l'intérieur parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de la réaction, on a peur de justement de ce contrôle qui peut émerger de l'extérieur. Et ça, c'est une peur auquel il faut se confronter. Donc incarner sa puissance, ça va forcément demander du courage, d'aller écouter cette part créative, cette envie, cette revendication. Et il va falloir aller prendre quelque chose qui nous revient de droit. Et quand on dit prendre, ça veut pas dire voler à quelqu'un, c'est prendre la place. C'est dire, ok, là moi j'ai quelque chose à te dire, c'est important. On en parlait en live là avec Alex Hiroka, un coach super avec qui je parle régulièrement. Et une réaction typique quand on en a marre des politiques ou des Elon Musk ou des gens comme ça, ce sont des personnes qui prennent une place phénoménale dans le monde. Ils prennent une place par rapport à la dimension qu'ils ont, l'attention qu'ils nous prennent par leur existence et par leur présence. Je pense que ce qui nous fait réagir le plus là-dedans, c'est qu'on voit le pouvoir qu'ils ont et on voit qu'ils en abusent selon notre filtre, notre perception, et ça nous renvoie en miroir à l'absence de nous, du pouvoir qu'on a à l'intérieur et de l'utilisation qu'on en fait nous. C'est ça, en fait, qu'on se prend en pleine gueule. C'est que là, t'as un mec, il fait ce qu'il veut, il dirige un État, il fait bouger le monde comme un château de cartes, comme un marionnettiste, et toi, t'es là et tu manges le truc tous les jours aux infos, et ça rend fou. Ça rend fou parce que ça vient rappeler à cette part essentielle à l'intérieur de l'homme, à cette part créatrice qui veut faire quelque chose de juste pour lui et pour les autres. Et cette flamme, il faut la libérer. Et elle va bousculer, comme je t'ai dit, et il y a des trucs qui vont pas être propres et beaux dans cette flamme-là. Tu vas faire de la merde. Ça va pas toujours être agréable et ça va pas toujours être beau, et tu vas découvrir qu'il y a aussi tes ombres à l'intérieur et qu'il y a le manipulateur et qu'il y a le contrôlant et qu'il y a le fuyant et qu'il y a le people pleaser dont on parlait. Ils sont là et ils vont se révéler aussi à travers ta flamme, mais il faut avoir le courage d'y aller. Et c'est ce que je propose moi dans mes accompagnements, c'est d'aller se rencontrer soi et de revenir à ça toujours. La discussion que j'ai tout le temps avec les hommes, c'est quoi qui te fait rêver? Qu'est-ce que tu veux apporter en fait? C'est les trucs que j'ai étudiés moi à travers l'astrologie, le design humain et tout. J'ai essayé de comprendre qui j'étais et qu'est-ce que je venais amener en fait. C'est quoi cette flamme? Qu'est-ce que c'est? Et le chemin de la puissance, il commence là. Ouais, ça me fait un lien et c'est des choses que généralement j'échange, surtout ces derniers temps, on va dire, avec mes invités, mais j'entends cette part refoulée en fait de qui peut être violent, qui peut user de force, qui peut s'imposer et du coup dans ce people pleaser qui non, je veux pas être le connard, non, je veux pas être le méchant, non, je veux pas être le violent, non, je suis pas ça, et puis finalement ça ressort d'une autre façon. Je trouve ça intéressant en tout cas ce que tu dis sur qu'est-ce que ça nous renvoie, et c'est marrant, je crois que je me posais la question aujourd'hui ou hier, de me dire tiens, qu'est-ce que ça nous reflète, quel est le miroir de ce qui se produit actuellement, et de façon générale, c'est quoi ta vision aujourd'hui du masculin? C'est quoi les défis que tu vois? C'est quoi ton point de vue sur la situation actuelle? Même si, bien sûr, avec tout ce que t'as dit déjà, il y a déjà beaucoup d'éléments de réponse. Je vais sûrement me répéter, mais c'est pas grave. Déjà, je me sens assez déconnecté du masculin, on va dire, dans sa globalité, puisqu'aujourd'hui j'entretiens énormément de relations avec des hommes qui sont en chemin, qui évoluent dans leur guérison, et donc je pense que ça crée parfois un voile sur mes yeux de la réalité de ce que vivent les hommes. J'essaye de garder la température le plus possible, et c'est pour ça que j'aime bien ma vie urbaine aussi. Ça me permet quand même malgré tout de rester en lien avec ce que vivent les hommes. Mais pour moi, c'est vraiment ce que je viens de dire. C'est en lien avec notre vision, avec notre rêve profond. Il y a une énergie collective qui nous fait évoluer à court terme. Quand on pense à la sagesse amérindienne et qui parle de s'intéresser à travers chaque acte à comment ça va impacter cette génération future, cette dimension-là, nous on l'a complètement perdue. On vit dans une réalité de l'instantané, dans l'immédiateté, dans le plaisir immédiat.
Et les hommes, pour la plupart, et moi aussi très fréquemment, nous sommes esclaves de cette réalité instantanée. Et on oublie la dimension, on oublie que, on est là pour un passage très bref, et qu'il va falloir s'en servir sans vouloir être culpabilisant, hein, mais va falloir s'en servir pour faire quelque chose d'utile parce que ça dure vraiment pas longtemps. En fait, c'est extrêmement bref ce passage, même si personnellement j'ai la conviction qu'on va revenir. Mais on revient avec la conscience qu'on a construite aujourd'hui. Donc de toute façon, l'enjeu il est quand même maintenant. Et au-delà de ce premier passage-là, on est influencé par un environnement qui veut nous contrôler dans l'instantané. Et donc, ta vision, il faut que tu la portes loin. Il faut que ton regard, tu le portes loin. Il faut que tu ailles chercher ta force dans le sommet de la montagne, dans la profondeur de la mer, ou n'importe où, pour aller retrouver cette puissance archaïque qui est en toi et pour la diriger dans une direction. Et ça peut être quelque chose de simple et de doux, exactement comme la série Bref, où il ouvre un magasin de jouets, où il travaille dans un magasin de jouets. C'est quelque chose d'extrêmement simple et doux et enfantin, mais c'est sa flamme. Et c'est magnifique. Désolé pour le spoiler. Mais du coup, pour les hommes, c'est ça, en fait, dont ils ont besoin. Parce que sinon, c'est l'ombre qui contrôle. Tu fais pas appel à la lumière à l'intérieur de toi. Tu veux pas aller te connecter au-dessus parce que on est en France et que on a été victime de la religion et du catholicisme et du dogme, et du coup on veut se couper de notre part spirituelle et de cette part. On veut plus parler de Dieu, on veut plus parler de divinité, on veut plus parler de ça. On se coupe du coup et on redescend et on est dans la matérialité, dans l'instantané, dans le plaisir. On est dans la révolte parce que c'est le pays de la révolution et on crie à l'injustice et je l'ai vécu ça, hein. Et reprendre ce pouvoir personnel, ce n'est pas rester en autarcie et oublier complètement l'importance d'une dynamique collective, mais c'est se reconnecter d'abord à ce qu'il y a là, à ce qui te fait vraiment vibrer, et c'est là que le chemin il se trace. Il y a que là où tu vas pouvoir avoir un impact positif sur les gens autour de toi, que tu vas pouvoir faire briller et rendre heureuse ta famille et ta femme, et les laisser s'épanouir dans un cadre sécurisant, que tu vas pouvoir vivre une carrière épanouissante et diffuser un message de paix et d'amour et de solidarité sur le monde, que tu vas pouvoir vivre des expériences en milieu naturel qui te transcendent et qui te font du bien, et que tu vas pouvoir vivre des expériences spirituelles qui t'élèvent, qui t'enrichissent et qui t'illuminent ton chemin. Toutes ces expériences-là que tu recherches, où tu as envie de t'élever, parce que c'est ça qu'on désire, je pense. Il y a ces désirs d'élévation, on va aller au-dessus, on veut une meilleure voiture, on veut un meilleur, mais ce que ça dit à l'intérieur, ce que ça veut vraiment dire, ça, cette envie de plus, cette fréquence du plus, c'est que on rêve de plus grand, on rêve à des émotions fortes, à des choses qui nous transcendent, qui nous rendent créatifs, qui nous rendent beaux, qui nous rendent, voilà, on a envie de vivre des moments, et du coup, aujourd'hui, malheureusement, même ça, c'est repris, tu vois, par la spiritualité. Il y a un culte de l'expérience par le tantra ou par des expériences très très vives et très intenses, tu vois, spirituelles, des cérémonies de plantes, des choses comme ça où les gens vont vivre pendant une période très flash sur quelques jours, une expérience très très intense, et ça va leur donner ce sentiment justement de se reconnecter à leur flamme, mais il n'y a pas cet ancrage du quotidien. Et c'est tous les jours que tu vas devoir la nourrir. Et c'est un défi quotidien, et je suis désolé de te le dire, ça va être dur. Ça va pas être marrant, parce que tous les jours tu vas être sollicité dans tous les sens, par toi-même et par les autres, pour changer de direction, par tes relations qui sont pas clarifiées, qui veulent t'emmener dans une direction qui ne te convient pas, ou qui te renvoie une image qui te satisfait de toi-même, mais qu'en réalité tu ferais mieux de quitter. Par la société qui te dit que tu ferais mieux de te comporter de telle manière parce que tu serais un membre productif de la société et que tu pourrais t'acheter la bonne bagnole, par etc. Ta famille qui te dit que t'as pas choisi le bon chemin, et j'en passe. Et tu vas être confronté constamment à ça, et ça va faire partie du jeu. Mais fais confiance à cette flamme, à ce petit truc qui te, voilà. Sarah, elle parle de la part d'émerveillement en nous. Ce truc qui nous reconnecte à cette part enfantine où on regarde un paysage et on se sent vivant. C'est à ça qu'il faut faire confiance. Donc les hommes, j'ai envie de les inviter à se relier à ça. Que ce soit par leur créativité, que ce soit
en faisant un travail qui leur paraît juste et sensible et vrai par rapport à qui ils sont, que ce soit en s'engageant pleinement dans une relation de couple pour voir où ça les mène, que ce soit en découvrant une expérience de retraite d'homme ou de format comme toi tu proposes très bien, tu vois, pour aller se rencontrer soi, ou un accompagnement comme je fais moi, voilà. C'est peu importe le chemin que tu choisis, va à ta rencontre. Ouais, t'as cité effectivement l'exemple de Bref qui est très beau, qui est très simple, comme tu as dit. C'est vrai, je crois que c'est pas si compliqué en fait. J'ai l'impression qu'on cherche compliqué, à faire compliqué des fois. Je crois, ouais, c'est ma perception. Et du coup, c'est quoi tes rêves, toi? Ouais. Hmm. J'ai des rêves qui sont grands, moi, du coup. Donc, j'ai des rêves qui peuvent parfois me compliquer la vie, mais j'en vis beaucoup déjà à l'heure actuelle. Tu vois, là, rien qu'aujourd'hui d'être invité à ton podcast pour pouvoir partager ma vision du monde et partager mon expérience, ça me touche énormément et ça me rapproche de ce que je désire. J'aime beaucoup, voilà, j'ai envie de pouvoir porter ce message, de continuer à le porter, que ce soit par l'écrit, par la vidéo, par ce que je crée. Voilà, ça me touche beaucoup. J'ai un rêve de guérir et me guérir à travers l'alimentation, la nourriture, que ce soit en tenant un food truck avec ma compagne ou en intégrant ça à des formats pour hommes. J'aimerais me retirer une partie du temps dans un milieu plus naturel pour me consacrer notamment à la forge, qui est quelque chose qui m'appelle depuis très longtemps. J'ai envie de contribuer quelque chose de significatif là à ce mouvement masculin dont on fait partie. Vraiment, j'ai vraiment envie de le soutenir avec tout ce que j'ai à lui donner, que ce soit par ma sagesse, que par voilà ce que j'ai déjà nommé au niveau de l'entreprise, etc. Mais ma vision plus lointaine, c'est ouais, la réunification de l'ancestral et du moderne. Je pense que pour moi tout passe par là, c'est mon chemin de vie, ouais, c'est vraiment c'est ce qu'il y a derrière moi là qu'on voit pas pendant le podcast, mais j'ai un genre de sabre laser en néon et à côté j'ai des livres qui traitent de spiritualité ancestrale. Pour moi, c'est ça. C'est cette essence que je recherche là et du coup je suis amené à voyager entre l'urbain et le naturel, entre le moderne et l'ancestral. Et c'est ce qui c'est ce qui me touche profondément. Parce que je pense que c'est le défi, c'est le défi majeur qu'on va traverser en tant qu'humanité, si on peut aller porter le truc un peu plus loin, à un niveau plus global. Je pense que cette fracture va se faire de plus en plus forte entre des ultra riches, ultra urbains, transhumanistes, qui vont partir à la conquête de l'espace, qui vont rendre l'humain de plus en plus digital, et de l'autre un retour à la terre trop profond, de gens qui vont se déconnecter, qui vont créer des communautés ou se reconnecter et qui vont explorer et qui vont faire en sorte que le grenier de la terre reste rempli et qui vont faire en sorte qu'on garde à manger pendant que l'autre côté du globe exploite les ressources. Et cette violence, ce schisme, et ouais, il va se creuser de plus en plus. On va le voir dans notre vie et probablement encore dans les générations futures. Ça a été mon premier sujet d'étude parce que j'avais commencé un roman d'anticipation justement là-dessus. Et voilà, pour moi, mon rêve, c'est de montrer à ces deux extrêmes-là qu'ils recherchent la même chose et qu'en s'alliant et en s'offrant la puissance de nos explorations respectives au tréfonds de la terre et du naturel et au tréfonds du technologique et du transhumaniste, on a besoin des deux en fait. On a besoin des deux et que l'équilibre se situe entre les deux. Il n'y en a pas un qui a raison. Merci pour cette vision. Ta vision, tes mots. Est-ce que tu aurais une réflexion, une anecdote, une inspiration à nous partager avant de s'orienter vers la fin de cet épisode?
j'ai longtemps pensé que la liberté résidait dans le fait de se tenir à l'écart du monde, de se considérer différent, de choisir des chemins extrêmes ou lointains. Et avec le temps et l'expérience, je me rends compte que la sagesse des gens ordinaires, c'est à la fois la chose la plus précieuse et la chose la plus difficile à atteindre dans une vie. Pour moi, c'est le rêve ultime. Merci, Cassien. Pour les hommes qui seraient intéressés par tes accompagnements, je sais plus c'est 12, programme12.fr, quelque chose comme ça. Ouais, programme-12.fr, ou sinon il y a mon Instagram aussi, Cassien Labesse. Je suis toujours dispo pour répondre à toutes sortes de questions à ce sujet-là, ou même se rencontrer en visio, je le fais très fréquemment. Et les inscriptions se terminent à la fin du mois, donc le 30 mars. Pour la session du printemps, qui durera 12 semaines, donc 3 mois. Et qui va nous emmener voyager et ancrer quelque chose de vraiment puissant pour la suite, qui explosera d'énergie et de puissance pendant l'été. Donc ceux qui ressentent l'appel et qui ont envie de me suivre dans cette aventure et de co-créer un espace de soutien et un espace beau, mais venez, je suis là. Comme date, de toute façon, je mettrai tous les liens en description. Est-ce que tu veux qu'on partage un code de réduction? Tu m'avais parlé de ça. Ouais, carrément. Mais pour les gens qui suivent Loïc dans ses aventures et dans Homme à Homme, et du coup j'ai un code de réduction à partager. Et ce code, si vous l'utilisez, vous permettez aussi à un autre homme qui aurait pas les moyens financiers de se rapprocher un peu plus de son expérience de 12, car il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de ce genre d'espace et qui n'ont pas la possibilité de le faire tout de suite. Donc si vous utilisez Loïc-12 sur mon site, voilà, vous avez 12% de réduction pour n'importe quelle formule et vous offrez aussi 12% à un autre homme. Donc je contribuerai cette somme-là pour aider un homme à rejoindre le programme. Voilà. Merci, Cassien, pour ce moment passé ensemble, pour tes mots, pour ta vision, pour ton parcours. C'est inspirant, je trouve. En tout cas, je crois. En tout cas, moi, ça m'inspire. Et puis, écoute, de toute façon, on est presque voisins, on ne devrait pas se revoir. Carrément, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très touché par la qualité de ton espace, tes questions, ta présence et voilà, la douceur de tout ce que tu as apporté aujourd'hui. Ça me fait beaucoup de bien et merci beaucoup. Avec grand plaisir d'être ce cadre doux qui autorise, qui donne de l'espace. Effectivement pas ma façon d'être, en fait. Bref, voilà. Vous n'avez pas si on aller voir. Bref, la saison. Merci Cassien, je te souhaite une belle fin de journée et puis bonne chance pour ce nouveau cette nouvelle comment on dit c'est quand il y a une chapitre. Non, ouais, quand il y a chaque année une classe, une nouvelle, je trouve plus le mot. Tu sais, chaque année il y a une classe, il y a une rentrée. Non, ouais, il y a édition. Promotion. Ouais, ok. Yes. Carrément. À bientôt. Merci Loïc. Ouais, à bientôt. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints et écoutés. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.